Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le 13h. Le président Alassane Ouattara était hier à Accra, au Ghana, où il a pris part au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet consacré à la situation politique, économique et sécuritaire dans la sous-région, puis sur les mesures de rétorsion de l'instance à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Les épreuves écrites du baccalauréat 2022 ont démarré ce lundi. Ce sont 330 567 candidats répartis dans 525 centres qui affrontent les épreuves sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. La ministre Maria Toukone, ministre donc de l'Éducation nationale, a procédé au lancement des épreuves au lycée Jeunes Filles de Yopougon. Au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a annoncé dimanche que l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré peut jouir d'une libération totale. L'ex-alliance des partis politiques de la majorité présidentielle affirme que l'ancien président est effectivement libre. On en parle en fin de journal. Le 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris fin hier à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine s'est penchée sur ces mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée après la prise du pouvoir par des juntes. Un sommet auquel a pris part le président Alassane Ouattara. Depuis Accra, le reportage d'Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis à Accra au Ghana, ont fait le point sur les questions politiques, sécuritaires et économiques dans la sous-région avant d'examiner les rapports sur la situation au Mali, en Guinée ainsi qu'au Burkina Faso. Dans le domaine politique, notre région reste ancré fortement dans la démocratie, puisque 12 pays membres progressent régulièrement dans la consolidation de leur processus démocratique. Cependant, les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore, à des degrés divers, à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. À l'ouverture de cette 61e session ordinaire, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a appelé à des solutions efficaces pour le renforcement de l'intégration économique et la préservation de la stabilité et de la paix en Afrique de l'Ouest. Confrontés avec cette menace terroriste constante, il est impératif que nous continuions à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner les différentes initiatives que nous avons dans le domaine de la sécurité. C'est cela qui permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice. Notre détermination dans ce domaine-là doit être plus que jamais forte. Au thème des travaux de ce sommet ordinaire qui se sont tenus à huis clos, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Tchemoko Méliette Koné, qu'accompagnait le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Cette 61e session ordinaire de la CEDEAO a aussi vu l'élection du tout nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en remplacement de Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. Le président élu de la conférence est donc le président bissau-guinéen dont on va écouter un extrait de la déclaration dès son élection. Nous avons un sentiment de responsabilité que notre adhésion à la CEDEAO a besoin de l'appui et de l'accompagnement de tous et de tous. La Guinée-Bissau vous est très reconnaissant pour la confiance accordée à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau réaffirme son ferme engagement en ce qui concerne la mise en œuvre de l'agenda de la CEDEAO. Il y a plusieurs défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous sommes convaincus qu'avec la bonne volonté, l'esprit de solidarité qui nous caractérise, ensemble nous allons élaborer des solutions aux défis sécuritaires.
Dr Omar Touré, le Gambien, est quant à lui désigné nouveau président de la commission de la CEDEAO en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, nommé lui gouverneur de la BCEAO. Lors de ce sommet, les chefs d'État de la CEDEAO ont considéré que les progrès réalisés par le Mali ces dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions. Bamako a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Concernant le Burkina Faso, la CEDEAO a décidé de lever la menace de sanctions qui pesait sur le pays depuis mars dernier. La Guinée échappe également aux sanctions, du moins pour le moment. Un sursis d'1 mois lui a été accordé en raison de la nomination d'un nouveau médiateur. Ici en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du baccalauréat 2022 démarrent ce lundi. Ce sont 330 567 candidats répartis dans 525 centres qui affrontent à compter de ce 4 juillet les épreuves, notamment français, histoire, géographie, mathématiques et philosophie. La ministre Maria Tokone a procédé au lancement des épreuves au lycée jeune fille de Yopougon. Sephora Zegui l'a suivi pour nous. Lycée moderne de jeunes filles dans la commune de Yopougon. Premier jour de composition à l'examen du baccalauréat, session 2022. Dans ce centre, 630 candidats libres seront face à leurs copies dans quelques minutes. Nous avons le temps d'échanger avec l'un d'entre eux. Pendant cette semaine de l'oral, ça n'a pas été facile, mais bon, je me suis préparé, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis donné à fond. Et je pense qu'aujourd'hui, commence les épreuves écrites, ça ira par la grâce de Dieu. La matière que je redoute le plus, c'est la philosophie. Les candidats en salle peuvent bénéficier des conseils de leur ministre de tutelle, Maria Tokone. Je voudrais vous souhaiter bonne chance, vous demander de vous concentrer sur votre travail, ne pas vous laisser distraire par de quelconque personne. Vous avez vu, pour le BPC, on a vu ceux qui utilisent les téléphones et tout ça. Laissez vos téléphones tranquilles, on veut évaluer votre niveau réel. Relativement à la fraude observée lors de l'examen du BEPC, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure quant au renforcement de la sécurité. Nous avons initié la vidéosurveillance. Maintenant, sur l'ensemble du territoire, vous êtes en salle, nous on vous voit. Vous ne nous voyez pas, mais nous on vous voit. Et comme il y a des malins, il y en a qui sont experts en fraude, ils ont sectionné le câble. Quand ils ont vu, le BPC, il y a vidéosurveillance, en prélude au bac, il y en a qui sont allés sectionner des câbles pour faire en sorte que le système de tricherie marche. Je vous dis, on a remplacé. Les câbles qui ont été sectionnés là, on les a remis ensemble. Normalement, on n'a pas besoin de tous ces dispositifs pour évaluer votre niveau. C'est pour vous-même qu'on est en train de faire. C'est le nom de la Côte d'Ivoire, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que quand vous sortez du pays, on regarde vos diplômes, on dit ça c'est un diplôme valable. 330 567 candidats au total prennent part à ce dernier de la série des examens à grand tirage. La première journée s'est ouverte avec les épreuves de français, histoire et géographie, mathématiques, la philosophie et les épreuves facultatives entre autres. Les résultats seront connus le 25 juillet dès 14h dans les centres de composition. Cet examen du baccalauréat a lieu sur tout le territoire national. À Boaké également, les candidats ont démarré les épreuves ce matin. Sur place, ils sont un peu plus de 17 000 répartis dans 27 centres de composition. Soro Corona, RTI Boaké. Épreuve écrite du baccalauréat, section 2022. Fouille corporelle systématique avec des détecteurs de métaux des candidats à l'entrée du lycée moderne Nembo. Des mesures strictes pour étouffer toute velléité de fraude. Nous évitons la tricherie en prenant les pullovers, les foulards, parce que les élèves peuvent cacher des bouts de papier dans les pullovers, le portable surtout, même dans le foulard, les filles le font et puis elles attachent. Pour ce début de composition, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du dernier examen à grand tirage de l'année scolaire 2021-2022. Surveillants, forces de défense et de sécurité sont à leur poste. La surveillance vidéo est l'innovation majeure cette année. Depuis l'arrivée de Madame le ministre, elle combat ce fléau et nous, en tant que collaboratrices de Madame le ministre, nous marchons dans ses pas. Innovation pour dissuader d'éventuels fraudeurs et tricheurs, ce sont les caméras de surveillance. Dans la région de Gbeke,
Ils sont 17 193 candidats à frapper aux portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ils sont répartis dans 25 centres de composition pour les 2 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour ces premiers jours, ce sont des candidats décontractés et confiants. L'épreuve de la composition française est abordable pour un élève assidu au cours ou dit des candidats. Il est abordable parce que ça dépend de la compréhension de chacun. Avant tout, il faut se concentrer et lire à plusieurs reprises avant de comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Au centre de composition de Nembou, les candidats libres sont confrontés à une question d'identité. C'est là qu'il y a certains qui ont les attestations d'identité. Bon, donc on nous a demandé de les évacuer. Donc il y a certains qui sont un peu résistants. Bon, donc on discute avec eux, on essaie d'échanger avec eux. Et donc tout à l'heure, j'ai dit à un groupe là d'aller à la draine là-bas. Voilà, nous ne sommes que des exécutants. On a reçu des consignes, donc on ne fait que les appliquer. La région de Gbeke a enregistré un taux de réussite de 33,8% la session 2021. Pour cette session, les autorités éducatives promettent un meilleur taux. Du côté de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les épreuves du bac ont également été lancées ce matin. Sam Conan, notre correspondant sur place, nous dit que le lancement s'est fait au collège KFW de la ville. Baccalauréat session 2022. Les épreuves écrites ont démarré ce matin. Au collège moderne KFW, les autorités locales ont procédé au lancement régional de l'examen. La secrétaire générale de préfecture, Sanogo Fatoumata Okone, avant la distribution de la première épreuve, qui est le français, a prodigué des conseils aux candidats quant à la tricherie. Selon la présidente du jury, Gabrielle Keita, toutes les dispositions ont été prises pour lutter justement contre la fraude. Jusqu'à maintenant, les examens se déroulent très bien. Les épreuves orales se sont bien déroulées il y a une semaine et aujourd'hui nous entamons les épreuves écrites. Les dispositions sont prises à tous les niveaux pour que nous puissions éviter, éradiquer la fraude. Parce qu'il s'agit pour nous de crédibiliser nos examens. Ils sont 10 130 candidats, dont 4 548 filles, qui affrontent le baccalauréat général et technique dans la région de San Pedro. Le 25 juillet prochain, chacun des candidats sera situé sur son sort. Bonne chance donc à tous les 330 000 candidats au bac. Au bout de l'effort, il y a le succès. L'effort donc qui est toujours récompensé. En témoigne cette remise de prix aux meilleurs élèves de Dabou, une initiative de l'amicale des anciens du collège catholique de la ville. Le reportage de Godefroy Okambawa. Réunis au sein d'une amicale, les anciens du collège catholique Charles de Foucault de Dabou apportent leur soutien à leurs jeunes frères les plus méritants pour l'année scolaire qui s'achève. Une initiative matérialisée par la remise de kits scolaires, des tableaux d'honneur et un appui financier. Leur présence est à saluer. Nous leur exprimons notre vive reconnaissance et nous prions que le Seigneur leur accorde davantage de moyens pour être toujours à nos côtés. Paul Selakba, président de l'association de ces anciens élèves, exhorte les récipiendaires à être des modèles et à redoubler d'efforts pour en mériter encore plus. Nous avons voulu faire un retour à notre source, à ce collège qui nous a vu grandir. Et nous ne pouvons pas venir les mains vides. C'est pour ça que nous avons jugé utile de venir avec un parrain pour aider l'école, mais surtout pour célébrer l'excellence, parce que cette école est une école d'excellence. Cette initiative a reçu le soutien des autorités administratives de la ville de Dabou. Les parents ont été invités à cette occasion à s'impliquer dans le suivi et la formation de leurs enfants. Eux aussi ont été récompensés. Ils sont au nombre de 200, ces jeunes gens qui viennent de recevoir leurs attestations après plusieurs mois de formation en fibre optique. Une formation dans les métiers de télécom qui est à sa 2e édition et qui a permis d'insérer de nombreux jeunes en entreprise. C'est à l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Les précisions de Frédéric Oulaye et Didier Nguessan.
Des jeunes filles et jeunes hommes formés au raccordement de la fibre optique au nombre de 200 étudiants. Ces récipiendaires reçoivent leur attestation et certificat après 6 mois de formation dans un centre de télécommunication. Cette formation ouvre la porte à l'insertion professionnelle aux bénéficiaires. Grâce à cette formation-là, je suis entré en entreprise. Ça se passe très bien, très bien. Il n'y a pas de difficulté. En tout cas, je n'ai pas de problème avec mes responsables. Le certificat m'apporte beaucoup parce que grâce à ça, j'aurai des opportunités que peut-être je ne pensais même pas un jour peut-être avoir. Grâce à ça, je peux aller partout dans la sous-région. Fruit de l'engagement du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et du Centre de formation en télécommunication. Tous deux, ils œuvrent en vue d'insérer en entreprise les jeunes diplômés et qualifiés. Nous avons formé aujourd'hui, grâce à l'agence emploi jeune, plus de 200 jeunes avec un niveau de Bac+2, BTS. Et on les a formés pendant 6 mois, qu'ils ont pu faire des formations ainsi que des insertions en entreprise. L'État de Côte d'Ivoire ne lésine sur aucun effort pour aider les jeunes qui ont besoin de formation pour améliorer leur employabilité. Les jeunes qui sont en quête de stage, obtenir des stages pour valider leur diplôme, mais également se professionnaliser, mais aussi accompagner les jeunes qui ont besoin de financement pour leurs projets en matière d'entrepreneuriat. Le réseau de la fibre optique est aujourd'hui un secteur innovant et pourvoyeur d'emplois. De 2013 à aujourd'hui, ce sont 1200 jeunes formés et insérés dans le secteur. Cette formation est entièrement financée par l'agence Emploi Jeunes. Reportage Frédéric Oulaï, Didier Nguesson et Jamasso. C'est officiel, l'exploitation effective du gisement pétrolier Baleine démarre en juin 2023. Un nouveau code minier est également adopté et les capacités de production de l'énergie électrique seront renforcées. Ces éléments ressortent de la récente concertation entre les intervenants dans les secteurs mines, pétrole et énergie. C'était vendredi dernier ici à Abidjan et l'Anciné Bakayoko y a assisté pour RTI. Moins 2 milliards de barils de brut et 57 millions de mètres cubes de gaz naturel. Avec la découverte de ce gisement dans ces blocs offshore, le gouvernement de Côte d'Ivoire finalise un planning d'exploitation afin de tirer le meilleur bénéfice économique et financier de ces 2 hydrocarbures. La première goutte d'huile est pour le début du 2e semestre 2023. À l'horizon 2026-2027, nous prévoyons une production de l'ordre de 115 000 barils par jour au niveau du pétrole brut et de 100 millions de pieds cubes par jour au niveau du gaz naturel. Les ressources issues de l'exploitation de ce gisement seront orientées vers l'augmentation des capacités de stockage du gaz, la construction de pipelines de produits pétroliers et même l'extension des réseaux de distribution. Au niveau de l'activité minière, le cadre réglementaire devrait être réformé via un nouveau code beaucoup plus attractif. Une des urgences, c'est vraiment de travailler à donner un peu de prédictibilité à notre secteur. En s'assurant que les garanties de stabilité, notamment au niveau fiscal et douanier, qui sont consenties dans les conventions minières soient appliquées. 2, qu'il y ait certainement une meilleure coordination dans l'action des différents départements ministériels dans le secteur des mines. Des chantiers qui vont être la boussole du ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly dans le déploiement de sa politique. J'ai noté la volonté partagée de tous d'œuvrer avec détermination à l'accélération du développement des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Bien sûr, en vue d'une participation plus effective de ces secteurs à la transformation structurelle de l'économie de notre pays. Cette transformation structurelle de l'économie nécessite un parc énergétique bien fourni. Pour l'heure, la puissance installée est de 2369 MW avec une projection de 4000 MW à l'horizon 2025. Quant au pétrole, sa contribution à la richesse nationale s'établit à 5% contre 3% pour les mines. On ouvre à présent le chapitre Covid.
Les chiffres repartent à la hausse. À ce jour, 549 millions de personnes ont été touchées par le coronavirus à travers le monde et 6,34 millions en sont mortes. En Côte d'Ivoire, le tableau s'est encore un petit peu assombri hier avec de nouvelles contaminations. 22 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités sanitaires. La Côte d'Ivoire compte donc 83 659 cas confirmés avec 805 décès et 517 cas actifs. Il faut continuer à se protéger, il faut appliquer les gestes barrières, il faut se faire vacciner. Allons-y à Tomodi, au centre de la Côte d'Ivoire, région du Bélier. Sur place, un arboretum est en voie de création pour sauvegarder les essences rares de bois ou des essences en voie de disparition. L'arboretum, c'est une forêt communautaire. C'est à l'initiative donc du ministère des Eaux et Forêts et de la Jeune Chambre internationale. Cette semaine, c'était séance reboisement, comme nous le rapporte Léon Brokwame de la station régionale RTI Boaké. Tomodi, résidence du préfet, une forêt en constitution comme au tribunal. Ce verdier à l'actif de la direction départementale des eaux et forêts pour l'oxygénation de la ville. Même but poursuivi à travers ce reboisement, une opération cette fois en partenariat avec la Jeune Chambre internationale. Au final, un arboretum ou une forêt communautaire avec diverses essences d'arbres. Avec différentes essences forestières, surtout les essences nobles. Il y a du bété, il y a de l'amazakoué, il y a du fraqué, il y a du teck aussi, pour pouvoir donner à la ville de Tomodi un poumon vert. Le couvert forestier ivoirien est fortement dégradé. Et la Jeune Chambre internationale, étant une organisation de citoyens actifs, nous n'avons pas voulu rester insensibles. Nous avons décidé de contribuer à notre humble niveau à la restauration du couvert forestier cher au président de la République et au gouvernement. Sur les 2 hectares, superficie de la réserve administrative cédée par la mairie pour la création de l'arboretum de Tomodi, 1 hectare reboisé par la Jeune Chambre internationale et les eaux et forêts. Partie prenante, le président du conseil régional du Bélier, le ministre des eaux et forêts et le président du Sénat, respectivement président, parrain et haut patron de cette journée de reboisement. Une mobilisation selon leurs représentants contre la destruction du couvert forestier et les changements climatiques. Planter un arbre, c'est contribuer donc à la reforestation de notre pays en vue de permettre aux nouvelles générations de vivre décemment et sainement. Reconstitution du couvert forestier ivoirien, la direction départementale des eaux et forêts de Tomodi prend sa part. 36 hectares reboisés les 2 années précédentes. Pour 2022, l'opération déjà en cours porte globalement sur une superficie de 17 hectares. Face à la crise alimentaire mondiale, la Côte d'Ivoire veut être résiliente et l'Allemagne veut l'y aider à travers son agence GIZ, d'où l'organisation d'un panel de haut niveau dans le but d'évaluer les impacts de la crise. On en sait plus avec Godefroy Okambawa. Dans un contexte où les prix des denrées alimentaires peinent à se stabiliser sur le marché international, la crise en Ukraine vient réduire le niveau de vie des populations. Comment la Côte d'Ivoire se prépare-t-elle à faire face à cette crise? L'Allemagne, partenaire du pays à travers la GIZ, apporte son appui à travers un projet dénommé ProCiv qui a pour objectif d'appuyer les innovations dans le secteur agroalimentaire. C'est surtout de renforcer la chaîne de valeur des maniocs. Ja. Ça veut dire qu'on va aider avec des plants et des variétés spéciales, ja, pour élever la production. Et avec les maniocs, il y a aussi la farine des maniocs, il y a la possibilité aussi de substituer une partie de la farine de blé, par exemple. Non? Ça veut dire l'idée est d'assurer la nourriture pour la population. Plusieurs actions sont menées par le gouvernement, comme le plafonnement des prix de certaines denrées de base. Le ProCiv est donc une opportunité pour la Côte d'Ivoire de juguler les effets de cette crise. Le ministère de l'Agriculture, le ministre d'État, est déjà dans une démarche de prévention par rapport à la crise, par rapport à la sécurité alimentaire. Voilà. Il y a des efforts qui sont faits déjà par la Côte d'Ivoire à travers des projets qui sont menés sur le terrain, à travers des subventions qui sont accordées aux différents opérateurs pour leur permettre justement de tenir le choc. L'Allemagne est un partenaire traditionnel qui a toujours accompagné la Côte d'Ivoire et qui ne nous a jamais fait défaut. Selon les indices de la Banque mondiale,
La guerre en Ukraine réduira la production et la consommation mondiale jusqu'en 2024. La transformation et l'agriculture familiale restent donc des alternatives. Je vous emmène à présent à Korogo, région du Poro. Cette semaine, c'était la fête à Lagnéné et pour cause, on inaugurait la nouvelle mosquée de la localité, doublée de l'installation de son imam. C'est le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qui s'en est chargé. Suivons la correspondance d'Ami Sissoko. La liste des édifices religieux musulmans s'allonge dans le Poro. Lagnéné, dans la sous-préfecture de Korogo, a désormais une nouvelle mosquée, baptisée Nour. Un don du ministre de la Communication et de l'économie numérique, par ailleurs député sous-préfecture de Korogo, Amadou Koulibaly. Les rênes de cet édifice sont confiées à Daouda Ouattara. Le COSIM, sous la direction du cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité, procède à son intronisation. Il reçoit ici les attributs de son imama, un turban, une canne et le Saint-Coran, symbole de paix et de fidélité à Allah. Je suis tellement heureux. C'est une mosquée qui permettra à toute la communauté de Lagnéné de pratiquer correctement sa religion à travers les enseignements que nous allons donner à nos fidèles. Ce lieu de culte dispose d'une salle de prière pouvant accueillir plus de 300 fidèles, des latrines, des magasins et une pompe à énergie solaire. Il y a même partout dans le village. Il y a la mosquée, il y a même orque où quelques des où on lave, il y a tout ça, il a tout fait. Il reste maintenant la clôture, mais il a promis qu'il a fait la clôture de la mosquée. La construction de cette mosquée a été impulsée par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Par fidélité et par amour pour son mentor, le ministre de la Communication et de l'économie numérique achève l'édifice à hauteur de 32 millions de francs CFA. Pour la symbolique de cet acte, nous avons souhaité vraiment être là pour faire connaître cet exemple à suivre, à méditer par la communauté musulmane, que toute la communauté nationale sache qu'il ne faut pas désespérer de notre pays, qu'il y a toujours des hommes qui respectent non seulement leurs propres engagements, mais les engagements de leurs pairs. Je dois avouer que si au début c'était un élan naturel, mais tous les propos du cheikh, le sermon qu'il a prononcé, nous ont invités à davantage de méditation et à comprendre nous-mêmes ce qui était dans notre subconscient et qui nous a poussés à réaliser cette œuvre-là. La mosquée Nour de Lagnéné abrite sa toute première prière le vendredi 1er juillet, officiée par cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité. Après Lagnéné, le COSIM met le cap sur Korogo pour se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les ressortissants de Diawala, résidant à Abidjan, eux ont décidé de s'unir pour être plus forts. Diawala, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, département de Ferkessédougou. À l'initiative du maire de la commune, les cadres, les femmes, les jeunes se sont tous retrouvés pour se parler et s'accorder sur les actions à mener pour le développement de Diawala. Didier Nguessan, Fernand Conan, reportage. Développer le village de Diawala grâce à l'implication de ses cadres et ressortissants, notamment les femmes de l'association Nagbasogi. Mais il faut d'abord soi-même être autonome et c'est ce à quoi travaille l'association. Sa présidente appelle ses membres à consolider les liens de fraternité. Faire en sorte qu'on puisse s'unir à travers elle pour qu'on puisse mettre en avant le développement de notre région et particulièrement de Diawala. Le ministre Adama Diawara, cadre de Diawala, soutient l'initiative du maire de la commune, Mamadou Ouattara. Que les femmes de Diawala font à travers cette association Nangba-Sogi, ça doit inspirer, ça doit faire des émules pour l'ensemble des villes, n'est-ce pas, du département de Ouangolo et même partant de la région de Tchologo. La proximité avec les populations, telle que déclinée dans la politique du vivre ensemble au sommet de l'État, a été rappelée. Pouzi Alassane, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébé Raïma Ouattara, l'expression de la fraternité et l'entraide dénote de la Côte d'Ivoire solidaire qui offre à chacun et à tous la même chance. C'est un message de paix, de cohésion entre les fils et les filles de Diawala.
et d'unité et de fraternité. Parce que sans ces éléments fondamentaux, il ne peut pas avoir de développement. Partout où les femmes portent le flambeau du développement, on est sûr qu'on a au moins gagné 50% de la partie. Le village de Diawala appartient au département de Fekese-Dougou. Au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a annoncé dimanche 3 juillet que l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré peut jouir d'une libération totale. Dès la publication du communiqué du gouvernement, ses proches et partisans se sont rendus à son domicile pour le rencontrer, mais ils n'ont pas pu accéder à son domicile donc à cause du dispositif sécuritaire. L'ex-alliance des partis politiques de la majorité présidentielle affirme que Roch-Marc Christian Kaboré est effectivement libre, mais il devrait avoir quelques séances de travail avec les autorités de la transition pour les derniers réglages. Merci de nous avoir suivis, merci de votre confiance et à demain 13h.